Altora d'être là, et également mon confrère Serge Kapansky, à qui je cède la parole pour poser la première question. Merci Jean-Marc. Voilà, première question aux frères. Comment est né ce film? Faits divers, lecture de journaux, l'idée d'avoir un médecin comme personnage principal. Voilà, comment tout ça est né? Eh bien, un médecin qui était déjà pas là, mais un petit peu là, dans le grand vélo. On est allé dans sa salle d'attente, puisque la rencontre entre le gamin au vélo et la coiffeuse se passe dans la salle d'attente, dans une salle d'attente médicale, parce qu'à un moment donné, on avait pensé qu'un médecin jouerait un rôle important dans le film. Et puis c'est un personnage, voilà, c'est un personnage qui nous a suivis, et on en a fait un couple avec la fille inconnue. Et on s'est dit un médecin qui normalement doit prendre soin de la vie, éloigner la mort, ne va pas ouvrir la porte à quelqu'un qu'on va retrouver mort peu de temps après, par loin de son cabinet. Et que va-t-il se passer à partir de ce moment-là? Voilà, c'est parti de là. Luc, tu veux ajouter quelque chose? Non. Pas de stéréo. Mais le film est construit un peu comme un polar, mais c'est la première fois au cinéma que je vois un médecin mener l'enquête. C'est un polar au stéthoscope. Voilà, c'est une belle manière de dire, oui. Et ça renvoie à l'importance des corps dans votre cinéma. Voilà, c'est ce qu'on a voulu, c'est effectivement que le médecin ne devienne pas un policier, n'utilise pas les méthodes policières pour interroger les gens, c'est qu'il soit quelqu'un qui libère les patients de leur maladie, qui est de ne pas dire la vérité concernant ce qu'ils savent à propos de la fille inconnue. Voilà. Donc c'est ça qu'on a, et c'est vrai que c'est le corps, le cœur, la respiration, qui parlent d'abord, et puis après la parole. Donc, on a essayé de voir l'histoire de notre médecin Jenny comme quelqu'un qui va, parce qu'elle se sent coupable, responsable de la mort de sa fille, obsédée par ça, elle va, si je peux dire, communiquer ça aux gens qu'elle rencontre qui, avec difficulté, certains avec moins de difficulté, mais en tous les cas, certains avec beaucoup, arriver à libérer leurs paroles et à se libérer eux-mêmes en même temps. De ce silence. Parce que on n'a jamais voulu que le médecin Jenny soit un juge concernant ce qui s'est passé en disant vous avez fait ça, c'est pas bien, c'est pas ça. Simplement, on a toujours vu Jenny en rapport avec le silence des gens qu'elle va voir. Et de ça, ils sont responsables, ils sont coupables de se taire. De ne pas dire ce qu'ils ont vu, entendu. Voilà, et c'est pour ça que tous les silences dans le film, on leur a accordé une grande importance et on a essayé de le construire avec le bruit des voitures, etc. Mais voilà, le silence qu'il y a quand le médecin Jenny voit la photo de la fille inconnue, la première fois sur l'écran de la police, mais ce silence-là, qui est très long quand elle voit l'image, on a essayé qu'il voyage dans le film et qu'il revienne chaque fois, comme que le spectateur puisse à ce moment-là penser, faire l'hypothèse, il va parler, est-ce que le silence va être brisé par une parole de vérité ou pas? Bon, voilà. On a essayé de construire ça comme ça. Au fur et à mesure que le récit avance, le titre devient de plus en plus polysémique. On se dit que la fille inconnue, c'est pas seulement la jeune femme assassinée, mais c'est aussi le personnage interprété par Adèle. Vous avez choisi de révéler très peu de choses de sa vie en dehors de son travail et de cette obsession qu'elle a. Est-ce que vous parlez de ce choix et peut-être aussi, Adèle, tu peux t'exprimer sur le caractère énigmatique et mystérieux de ce personnage qui reste un peu inconnu aussi pour le spectateur? Avant la comédienne, là. Non? Comment tu le fais? Allez-y, Jean-Pierre, et avec après. C'est difficile parce que parfois j'ai l'impression qu'on fait des choix aussi parce qu'on n'arrive pas à faire autrement. Et que parfois les choix qu'on fait, c'est parce que on a essayé de lui donner ce qu'on appelle une vie autre que celle qu'elle a dans le film. Et on n'a rien trouvé qui nous a suffisamment retenu que pour qu'on le mette dans le scénario. Ça nous semblait un peu anecdotique. Enfin, bon, voilà, à tort ou à raison, ça ne nous a pas retenu, parce qu'il nous a semblé que, pratiquement tout de suite, cette fille
est possédé par la fille inconnue et que c'est ça qui nous intéresse. Et que le reste ne nourrissait pas, si vous voulez, cette histoire de couple, d'une certaine manière, entre elle et la fille inconnue. Et qu'on s'est donc obsédé comme elle, on s'est laissé obséder par cette fille inconnue. Vous avez commencé à écrire des choses, par exemple, sur sa vie affective, que vous avez laissé tomber Oui. beaucoup. Sur des membres de sa famille, sa mère, son père. On retombait tout le temps on retombait dans des choses déjà vues 1000 fois. La famille, le copain, la copine, le père, la mère, l'enfant, la vie, l'étude, le mariage, enfin, tout ce qui empêche qu'elle se donne cette mission, qu'elle se donne à cause de ce coup de fil, enfin qu'elle se donne que lui donne, la fille inconnue, parce qu'elle est possédée par elle, c'est pas vraiment elle qui décide. Donc on s'est dit, on va écrire une histoire d'une femme partagée, et ça va devenir le centre du film, partageant sa vie privée, sa vie professionnelle et sa vie morale, si je puis dire. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, mais non, le film, le centre de gravité, il est du côté de ces rencontres avec les patients et de la parole qui doit revenir, elle doit les guérir de leur silence, coupable, pas pour tous, mais pour certains. Adèle, si tu veux parler de ta découverte du personnage, ça te paraît un peu énigmatique? Est-ce qu'elle t'a frappé quand on a découvert le scénario? Ouais, alors moi je rajouterais que je pense que tous les ancrages un peu classiques, comme viennent de dire les frères, je pense que ça réagit comme justificatif à l'action. C'est-à-dire que tout d'un coup, il faudra avoir une bonne raison de le faire, et que cette raison, elle viendrait de l'abus, je sais pas, je me suis engueulée avec mon copain, ou j'ai eu des problèmes dans mon enfance et tout ça, et je pense que ça aurait déforcé finalement le propos du film, enfin il me semble quoi. Là on est plutôt sur un truc moral et pas psychologique en fait, c'est ça. Ouais, après c'est des grands mots, alors j'ai pas toujours peur de parler de morale quoi, parce que ça tombe tellement vaste, mais ouais il me semble que, c'est-à-dire ce qu'a dit Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui est envahi quoi, par la disparition d'une autre personne. Et que ça agit sur elle comme un espèce de réveil. Ouais. Et moi, ça me semblait important aussi que toute cette histoire prenne toute la place, et puis que de ne pas en faire une figure héroïque. Quoi. Je veux dire, le trait de caractère principal, c'est l'opiniâtreté, mais si on renverse la chose, c'est quand même la violence du monde qui est à l'œuvre, quoi. Les forces normales du monde, qui vont quand même dans le sens de l'oubli. Voilà, de manière générale, en fait, on accepte de manière générale quoi, que les gens disparaissent dans le système et qu'il faut une sacrée volonté pour aller contre. Je sais pas. Moi, ça me semblait un peu important. Alors, pour Luc et Jean-Pierre, moi je trouve qu'il y a une dimension politique dans le film. Rien n'est jamais dit ou explicite sur le plan politique, mais bon, c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui ferme sa porte à quelqu'un qui a besoin justement qu'on lui ouvre la porte, ouvrir, fermer les portes, il y a la porte, il y a les frontières, on peut penser à tout ça. Il y a aussi la problématique de donner un nom à quelqu'un qui est mort. Là aussi, l'actualité, l'histoire est pleine de morts sans nom, anonymes. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la dimension politique du film et de la façon dont généralement vous envisagez le sous-texte politique dans votre cinéma? C'est-à-dire vous parlez de politique sans jamais que ce soit frontal ou explicite. C'est ce qu'on a essayé de faire, effectivement, et que si on retrouve le corps, nous on ne le verra jamais, on ne verra même pas la pierre sur laquelle elle est tombée et qui a causé le crin à travers lequel le sang s'est répandu. On ne verra pas tout ça pour qu'elle n'existe plus que sur l'image, sur le téléphone, qui est sur le téléphone, ou sur l'écran à la police. Mais si on l'a fait mourir au bord du fleuve, c'est parce que c'est au bord de l'eau. Et elle est africaine et elle n'a pas de papier. Il nous semblait que c'était suffisamment clair, si tu veux, pour ne pas qu'on le remette devant. Mais comme tu dis, c'est le sous-texte de notre film, et c'est tout. Ça parle aussi de comment
on se comporte généralement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec l'immigration, c'est qu'on n'ouvre pas la porte, et que c'est une question de porte qu'on ouvre ou qu'on ferme. Là, on est en train de fermer, en grande partie. Et que la plupart de ces gens disparaissent sans nom. Ils vont mourir, disparaître dans la mer, ou même sur les plages, et la plupart, on ne sait même pas comment ils s'appellent. C'est pour ça d'ailleurs que le Premier ministre italien a lancé une opération, c'est pas un bon mot, hein, mais a pris la décision que la marine ou le marine militaire, n'est-ce pas, devait récupérer les corps de tous ces gens et qu'on devait s'attacher à leur trouver une identité. Voilà. Et là, c'est d'autant plus fort que le personnage, donc le docteur Damin, joué par Adèle, qui ferme la porte, est a priori quelqu'un, entre guillemets, de bien, quoi. Quelqu'un qui a une éthique, une conscience, enfin, c'est pas quelqu'un qui est indifférent. Bah, justement, son métier est de soulager les gens. Bah justement, enfin, d'autant plus, quoi. Qu'on peut pas trop avoir. Enfin bon, après, je ne veux pas me lancer là-dedans, mais juste, on ne peut pas avoir la conscience tranquille, tout simplement, parce qu'on s'estime qu'on est dans le bon camp, quoi. Donc à un moment, l'action, même si elle est minime, parce qu'elle concerne une seule personne, de retrouver le nom d'une personne, c'est important, quoi, c'est un pas de plus, et c'est même pas un pas de plus, je pense, un changement radical de position, quoi. Et qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de se considérer du bon côté quand on fait rien, quoi. Même là, un mini-truc. Enfin, pas un mini-truc, en fait. Un truc très spécifique. Voilà. Est-ce que tu pensais à Antigone en composant ce personnage, Adèle ? Est-ce que c'était un truc qui te traversait l'esprit ? Quelqu'un qui recherche Attends, laisse-moi des choses. Antigone, ouais. Antigone. Elle cherche une sépulture, en fait. Je sais pas si c'est le bouquin, tu vois. Non, mais c'est vrai, merci, j'ai lu quand même. Je joue la faculté, enfin. Non, mais sans déconner, j'ai jamais pensé à ça. Après, je pense que c'est des thèmes, quoi. Enfin, ce qu'a dit Jean-Pierre, c'est vrai, je veux dire, le nom de quelqu'un, il faut porter le nom des gens, parce que sinon, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et je pense que, voilà, en fait, c'est pas juste des morts autour de nous, c'est à l'intérieur de nous, la mort. Je veux dire, quand on laisse des gens disparaître comme ça, on ne peut pas vraiment dire qu'on est complètement là, je sais pas. Voilà, mais donc j'ai pas de référence grecque. Vous avez pensé à Antigone ? Non, mais évidemment, bon, c'est sûr qu'elle cherche une sépulture pour son frère, elle s'oppose à la loi, mais ici, non, c'est pas ça. Il n'y a pas de crayon, et il n'y a pas vraiment. Puis en plus, c'est son frère. Ici, c'est une étrangère, il n'y a aucun lien de famille, aucun lien de culture, non plus, si je puis dire, à part le fait que c'est des êtres humains. Évidemment, c'est ça qui est intéressant. Mais l'idée qu'elle cherche le nom, ça, c'est la chose première. Nous, le fait qu'elle trouve le coupable, enfin les coupables, les gens qui sont liés à la mort, c'est-à-dire le père de Brian, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas qu'elle découvre elle. Et que toujours, d'ailleurs, jamais elle ne pose des questions sur ce qu'ils ont fait ou pas fait. Elle veut le nom. Et c'est lui qui vient se livrer. Et qui veut parler, puis elle dit, mais vous connaissez la fille. Elle ne dit pas, je vous soupçonne de ceci ou ça, mais vous la connaissez. Et c'est ça sa recherche. Et en même temps, on a... Ce qui est très beau, c'est que ça passe toujours par leur corps. C'est le symptôme, ils viennent la voir, ils sont dessous de quelque chose, en fait. Ils veulent parler. Ils veulent parler, en fait. Et puis, quand elle est là, ils n'arrivent pas à parler. C'est lui qui résiste le plus, évidemment. Puisqu'il va même jusqu'à vouloir se prendre pour ne pas parler. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler de ce goût que vous avez pour des personnages qui sont animés par une idée fixe, par une seule motivation, et tout le récit en fait, est articulé sur un désir unique du personnage? On a construit Rosetta comme cela, on a construit Gourmet dans le fils Olivier de la même façon. Aussi Lorna, dans le silence de Lorna. Le gamin au vélo, ben oui, il veut son père, mais son idée fixe bouge, mais voilà. Et ici, l'idée fixe reste plus fixe, je dirais, dans ce film-ci, puisqu'elle veut le nom. Et quand le nom est trouvé, c'est pas elle qui le trouve, ni la police, mais c'est elle qui a pu déclencher dans le off le retour de la fille, de la sœur de la fille inconnue,
qui vient donner le nom, et à ce moment-là, cette idée fixe disparaît un peu de... Voilà, c'est comme ça que nous, on a vu le fait qu'elle embrasse la sœur de la fille inconnue, c'est-à-dire que à la fois elle est soulagée que le nom fut trouvé grâce à cette sœur, et en même temps, le fait que cette femme soit venue dire ce qu'elle a dit, parce qu'elle d'abord elle se présente seulement comme victime. J'ai peur de mon gars qui est mon proxénète. Et puis après elle dit, mais de toute façon, moi je ne voulais pas non plus. Et ça, c'est pas les autres. Et ça, elle est allée jusque-là. Donc c'est aussi ça que, quand le médecin Jenny embrasse cette femme, c'est aussi pour ça. Parce que cette femme est allée jusqu'au bout. Adèle, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu as travaillé sur le tournage avec les frères? Il y a quelque chose dans ton jeu qui est sur une note, une gamme assez réduite, il y a comme une ligne de basse. Est-ce que tu peux parler de ça? Ouais. Non, pour moi, l'idée, c'était quand même de faire un personnage qui est centré sur l'écoute. Parce que, bon, il y a plein de façons d'aborder la chose. On peut dire, c'est Jenny, elle l'aborde comme ça, elle l'aborde parce qu'elle est sursensible, parce qu'elle est surémotive, ou je ne sais pas. Enfin, moi, ça me semblait résonner un peu comme des excuses et des faussetés, quoi. Et moi, il m'a semblé que le truc, c'était l'opiniâtreté et l'écoute. Et l'attention portée aux gens. Voilà, alors évidemment, du coup, je me suis plutôt dit que c'était un truc de... Enfin, de toute façon, le médecin, Jean-Pierre a déjà dit ça, quoi. Enfin, il n'a pas dit là, mais du coup, je vous le répète. Il va pas se mettre à pleurer quand il annonce un diagnostic, donc il a forcément une position de retenue, parce que c'est l'autre qui vient quand même avec son corps, avec sa souffrance, etc. Du coup, ça me semblait super important, ce truc-là d'écoute. Et donc, d'écoute, ça passe par aussi le retrait de ses émotions à soi. Je veux dire, de ne pas être tout le temps en train d'afficher comment on est scandalisé par ce qui vient de se passer. Par contre, de le témoigner par l'opiniâtreté, ça me semblait plus important. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Puis, je sais pas, on n'a jamais vraiment parlé de manière aussi ouverte, mais il m'a semblé qu'on était plutôt d'accord. On dira ça. Hein. Voilà. Bon, et du coup, voilà. C'est-à-dire, voilà. C'est pour ça que je me suis dit que c'était ce truc de ligne de base. Parce qu'en effet, il y avait question d'obsession qui revenait. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Moi, je voulais, les frères, vous parliez de votre rapport au bien et au mal. Et vous efforcez, j'ai l'impression, toujours d'éviter le manichéisme. Les personnages, toute une pièce, ou héroïque, ou absolument abjecte. Par exemple, le personnage de Jérémy Régnier, à la fois, voilà, il y a quelque chose d'abject dans son comportement, et en même temps, il y a une scène où finalement on comprend, où donc la sœur de la fille inconnue, c'est pareil, c'est une victime, puis finalement elle dit « mais bon, j'étais jalouse de ma sœur ». Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre rapport aux notions de bien, de mal, de morale, qui est centrale dans ce film, oui, dans tous nos films? Je pense que quand on fait un film ou il y a, je sais pas, autre chose, on n'est pas en train de mettre en place un procès de personnages. Il faut que nous, on aime tous nos personnages. Et il ne faut pas, enfin, c'est ce que nous on essaie de faire en tout cas, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit... on n'essaie pas que nos personnages soient les porte-parole. Et c'est pour ça qu'il nous semblait par exemple très important de ne pas terminer l'histoire avec la sœur de la fille inconnue sur le fait qu'elle était seulement une victime. Parce que nous n'aimons pas les personnages qui ont des circonstances atténuantes. On aime bien que nos personnages, à un moment donné, soient responsables de quelque chose, de ce qu'ils ont fait. Parce qu'il nous semble que si on n'arrive pas à raconter des histoires, c'est peut-être pour ça aussi que c'est difficile de raconter des histoires, si on n'a pas des personnages qui sont à un moment donné responsables de ce qu'ils font, tu ne peux pas raconter d'histoire. Puisque tout le temps il dit c'est pas moi, c'est les autres. Donc tu ne peux rien faire. Donc on aime bien que nos personnages soient responsables, et on aime bien aussi
qui garde une épaisseur. Et c'est vrai qu'on a essayé de la garder aussi pour ce Jérémy Régnier, qu'on aime bien par ailleurs, mais que son personnage ne soit pas l'incarnation de... Allez, qu'il ait quand même quelque chose d'humain qui puisse à un moment donné nous émouvoir et de ne pas, si tu veux, et que le spectateur ne s'en éloigne pas au point de dire ce type ne me concerne pas, il n'a rien à voir avec moi. C'est ça aussi, c'est pour que le spectateur puisse se dire mais il a aussi à voir avec moi. Mais parce qu'il a son drame, qui est un drame tout à fait humain. Et que je dirais que si on peut parler de mal, c'est peut-être par rapport à ce porte. Et je me souviens de cette histoire que racontait Germaine Tillon, cette résistante française, dans une émission de télévision il y a quelques années déjà. Elle disait, elle connaissait les mythes grecs, elle parlait de toutes ces choses, et elle dit, chez les Grecs, quand on frappe à la porte, il faut toujours ouvrir. Même si celui qui est dans le jardin, qui vient frapper, est le clochard, mal habillé, il pue, c'est vraiment l'homme le plus répugnant qui soit, l'être humain le plus répugnant qui soit, ouvrez-lui la porte parce que c'est peut-être un Dieu qui se présente. Et elle voulait dire par là qu'on sent, s'il y a le mal, c'est peut-être quand on ne se sent plus endetté vis-à-vis d'un autre. Voilà. Et tous nos personnages, c'est ce que le docteur Davin fait sans donner la leçon à Jérémy à la fin, parce qu'il dit non, regardez pas d'en haut comme ça. Elle se baisse, elle est comme lui, elle ne prétend pas être au-dessus de lui. Elle se retourne même. Elle se retourne, il dit retournez-vous. Elle se retourne. Parce que ça l'aide à parler. Elle n'est pas en position de maîtrise en disant bon. Et voilà, et là il reconnaît que vis-à-vis de cette fille, il n'a pas ouvert la porte non plus. Et là il accepte qu'il n'a pas ouvert, il reconnaît, et comme dit Jean-Pierre, il se sent responsable de ce qu'il a fait. Et il n'accuse pas un autre d'être responsable de ce qu'il a fait. Donc ils deviennent plus libres. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Une question Une question à Adèle. Est-ce que les dialogues sont très écrits ou est-ce qu'il y a une possibilité de discuter avec les frères voilà. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a un des deux qui s'occupe plus particulièrement de la direction d'acteur Sur les dialogues, je crois que c'était très écrit, ouais. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une parole qui est portée vraiment, je veux dire ça dépend des films évidemment, mais là en l'occurrence dans le film j'ai l'impression que c'est vraiment dans le détail, c'est un peu difficile d'improviser parce qu'en plus ça consiste à... Je comprends bien, mais est-ce que après s'il y a quelque chose que vous sentez pas bien, est-ce que voilà, il y a possibilité de discuter je sais pas, j'ai l'impression on a changé des choses parce qu'elle l'a proposé. Ouais, il y a quand même des petites évolutions. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Il y a très peu de ce qui s'appelle l'impro, au sein des scènes. Mais aussi peut-être parce que le silence est très important et que l'impro, ça vient souvent en soutien des comédiens quand on est dans la détresse. Et du coup, on remplit parce qu'on a peur qu'il se passe quelque chose. Et voilà. Et la deuxième partie de la question, j'ai oublié. Ah oui, si, ça y est, c'est bon. Non, mais il n'y a pas, c'est pas vraiment, je sais pas, je me suis pas trop posé la question, on va dire, on a une façon de parler spécifique 2 à 2, quoi, puis aussi 1 à 2, mais je sais pas, il m'a pas semblé que j'allais voir Luc pour savoir ce que je devais faire, et Jean-Pierre, je sais pas pourquoi, mais non, mais je veux dire, je sais pas, je pense que ça dépendait des endroits de questionnement qu'il y avait, et puis c'était assez instinctif, je sais. En tous les cas, ce que nous on peut dire avec Adèle, c'est la première fois qu'on travaille un peu plus vite aussi, qu'on tourne un peu moins de prise. Parce qu'elle entre dans le plan, bon déjà on a répété quand même 4-5 semaines, mais elle entre dans le plan et elle y va. C'est son tempérament d'actrice, et peut-être aussi de personne, je ne sais pas, mais en tout cas d'actrice, elle rentre dans le plan et elle part. Et elle mémorise tout ce que... Non, mais elle mémorise tout ce que... Elle n'improvise pas, elle mémorise ce qu'on a répété, ce qu'on sent qu'on va faire. Mais pour nous, si vous voulez, on expérimente 2-3 fois, et puis on trouve en travaillant. Ouais, parce que c'est vrai que moi, j'avais pas mal la légende.
enfin, je sais pas dans quelle mesure elle est vraie, parce que j'ai tourné que ce film-là. La légende, c'est, oui, c'est allé à l'épuisement, et ça, moi, il m'a semblé que c'était quand même. Que c'était plutôt centré autour d'une idée, en fait. Et qu'il fallait qu'on atteigne cette idée-là, donc en fait, comme à partir du moment où, sur la base peut-être un peu non dite de notre entente, quoi, on se comprend. En fait, voilà, il suffit juste de se lancer dans la scène, comme a dit Luc, et de faire. Et après, du coup, on a fini sur cette base-là, j'aurais dit. Non. Puis on répète 5 semaines avant le tournage. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses. La pâte commence à lever. Et à un moment donné où notre travail, il y a quelque chose qui se met en route qu'on ne domine pas, ni les acteurs, ni nous. Il y a quelque chose qui se met en route qui va être la forme du film qui commence à naître, quoi. Et là, je pense que c'est des moments fort importants. Et c'est vrai qu'on travaille fort scène par scène et de manière très concrète. Ce genre de discussion qu'on a, par exemple, on ne discute jamais de ça. Non. Jamais. Mais on n'a pas besoin, puisqu'on travaille les rythmes des scènes, et c'est en travaillant les rythmes des scènes que nous comprenons, évidemment. Voilà. Et justement, une chose importante pour la construction des plans, c'est quand Adèle avait vraiment assimilé le geste médical qu'elle faisait dans la scène, dans le plan. Parce que ce geste prend un certain temps. Elle ne peut pas parler en faisant la piqûre, il y a un silence. Donc, et ça rythme le plan, parce qu'après la parole vient, après elle range ses boîtes. Tout ça, il me semble qu'elle a trouvé énormément de choses à partir finalement de son métier de médecin. Et nous aussi, beaucoup. C'est pour ça qu'on avait un coach médical, qui est une amie, et qui a travaillé beaucoup à Cadel, et qui était là quand on tournait pour les éventuels. Ah, bah sinon, on s'en mêle vite les mains, en fait. Enfin, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça a l'air de rien, quoi, mais C'est compliqué. c'est un sacré bordel de passer les trucs. Moi, ça m'angoissait, je faisais comme les pilotes de l'air avant les. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, là. Là, les pilotes de chasse, là, quand ils font un truc au sol, là, ils font Checklist. les boutons et tout, ils sont tous là, ils vont courir, genre pour le 14 juillet, quoi. Et c'est un peu la même chose. Enfin, je me faisais dans ma tête, quelle main fait quoi. Bah, du coup, on entendait pas. Mais. C'est vrai. Mais voilà, parce que ça ouais, voilà. Non, bon, c'est. Bon, voilà. Deuxième question. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du personnage du stagiaire dans le film? C'est sa fonction qui me semble importante. Il est allé et venu, le stagiaire. Il y a des versions du scénario où il n'était plus là. Mais puis finalement, il est revenu. Pourquoi il est revenu? Parce que, non, on va rentrer un peu dans la cuisine interne et tout ça, je ne sais pas si c'est intéressant. C'est l'idée que le docteur Davin est aussi quelqu'un qui transmet, qui peut pas. Oui, mais si tu Pour veux, l'idée de la transmission, enfin. c'est que, avec le, comme vous avez pu le voir, avec le stagiaire, il y a autre chose qui se met en route. Et nous, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais eu je ne dirais pas deux histoires, mais On quitte l'obsession. on quitte l'obsession de la fille inconnue. Non, c'est toujours attaché puisqu'il était là, c'est lui qui voulait aller ouvrir. Mais on continue à s'intéresser à quelqu'un et qui n'est pas lié à l'obsession principale de Jenny. Si ce n'est qu'elle se pense, comme elle se pense responsable aussi du fait qu'il a arrêté la médecine. Et là, elle exagère, péché d'orgueil. Parce qu'elle n'est pas responsable de tout. Donc, mais c'est grâce aussi à son obstination que ce garçon va parler, comme vous avez dit. Et en même temps, quand il n'était pas là, parce que pour revenir à la question que vous aviez pour que quelqu'un pose au début, quand il n'était pas là, Jenny était vraiment toute seule. Et alors là, elle n'aurait vraiment eu aucune vie privée. Et l'air de rien, ce garçon amène une partie de vie privée à Jenny. Il lui donne de la chair. Même si on ne le voit pas souvent, mais le fait qu'il ait été là, qu'elle l'appelle une fois, vous voyez, il est là et c'est l'espèce de compagnon de route. Hein, mais sans lui, Jenny était vraiment trop seule et on n'a jamais, par exemple, même si on ne lui a pas, comme vous avez vu, trouvé de vie privée, là, ça aurait été vraiment trop peu pour nous. Il joue ce rôle-là aussi.
Et puis il y a les similitudes. Bon, c'est C'est son une interaction entre eux. Voilà, et il y a une vraie Parce interaction qu'elle entre eux. le fait revenir dans les études Voilà, de médecine, voilà. et lui, c'est peut-être grâce à lui Voilà. qu'elle entreprend cette quête, qu'elle ressent cette culpabilité. Tout à fait, voilà. Donc sa vie privée, c'est aussi lui. Voilà. Et on aimait bien que finalement, ils ont presque le même âge. Parce que dans la première version du scénario, le médecin étant plus vieux, il y avait un autre type de rapport. Et ici, on aimait bien que, allez, à 3-4 ans près, elle est jeune médecin, et lui est en train de terminer, il n'y a pas beaucoup d'années de différence entre eux. Et que le rapport d'autorité qu'elle essaie d'installer avec lui au départ avait une espèce de compétition qui fait qu'on lui dit on reste ici, on ne va pas ouvrir. Et le fait que quand elle se fait à manger, qu'il appelle, elle est heureuse. Donc il y a quelque chose entre eux qui est très fort, si je puis dire. À cause de l'ellipse aussi. Hein, Une ça, troisième question. Juste pour compléter. Ah, pardon. Pour compléter, parce qu'on a dit que notre histoire n'était pas partie d'un fait divers ou de quelque chose qu'on avait lu ou qu'on nous avait raconté. Ce que ce garçon raconte comme histoire, c'est une infirmière qui nous l'avait raconté. Pas le fait qu'il soit devenu médecin. Non, pas le fait qu'il soit devenu médecin, mais un garçon qui ne pouvait pas supporter la douleur d'un enfant parce que lui-même avait été battu par son père. Et la douleur que cet homme ne pouvait pas supporter, c'était la douleur de son fils. Quand son fils pleurait, il avait des convulsions parce que c'était un bébé, cet homme n'arrivait pas à prendre son enfant dans les mains parce que voir cet enfant qui pleurait, voilà, c'était son père. Il revoyait son père en train de le tabasser. Autre question? C'est une question. Micro. Bonsoir. Merci pour le film, mais c'est une question très très simple. J'ai été très touché par la scène du panettone par la fenêtre. Et je voulais savoir s'il y avait une référence à quelque chose ou pas du tout. C'est-à-dire que quand on a rencontré une dizaine de médecins qui sont généralistes et qui vont dans les maisons, et nous ont dit que tous, les gens sont seuls. Et plus ils sont âgés, plus ils sont seuls. Et ils aiment donner à manger. À la fois parce que c'est une manière de nouer un lien avec le médecin, et aussi d'avoir un geste d'échange, vraiment. Et Martine, qui était la médecin qui a vraiment travaillé avec nous, a dit souvent, au moment du panettone, je reçois un panettone, au moment de telle fête, je reçois ceci, je reçois cela. Il y a beaucoup d'Italiens dans notre région. 18% de la population de la ville est italienne. Et donc, la nourriture italienne, les pâtes, les panettones, etc. Voilà. Et on a pensé faire cette scène qui vient juste avant la scène plus violente, évidemment, avec le proxénète et son copain. Voilà, pour qu'à un moment donné, elle reçoive quelque chose, un don d'un de ses patients. Voilà. Et on l'a fait tomber de la fenêtre. C'est un don du ciel. Non, c'est pas du ciel, c'est d'une dame, d'une patiente. Troisième étage. Du troisième ou du deuxième, oui. Mais elle était très drôle et c'était une scène. On s'est amusé d'elle faire cette scène. Je voulais savoir sur ces 5 semaines de préparation, quand vous dites, enfin, je trouve ça très fort, vous parlez beaucoup du silence, et vous dites que vous n'avez pas beaucoup parlé, enfin, de la manière là, et je trouve ça très fort, la manière dont vous répondez de manière à la fois différente. On sent que tu n'es pas une simple comédienne, mais que tu es une interprète aussi, que tu as parlé en ton nom, en tant que comédienne, de ta manière de faire, et tu n'étais pas aux ordres des metteurs en scène. Et donc tout ce travail par rapport à est-ce qu'il y a une caméra, quelle est la différence, s'il vous plaît? Excuse-moi, j'ai pas du tout compris la question. C'est normal, pardon. Non, mais si tu veux savoir comment nous on fonctionne. Enfin, comment Ouais, moi je me permets de m'inclure alors que c'est quand même un peu vieux. Mais moi j'ai jamais trop cru enfin je sais pas, c'est un peu con ce que je veux dire, mais il me semble qu'on se comprend en parler en fait. Et qu'après sinon on s'éloigne. Si on part pas du même ancrage dans ce qu'on veut dire, plus on parle et moins on se comprend, plus on parle. Tu vois, plus dans les détails, on se rend compte qu'en fait c'est abyssal
la séparation entre deux personnes. Donc moi j'ai plutôt tendance à me dire que, je sais pas, on suit des inclinaisons et qu'on les sent pas. Puis après ça dépend, on communique pas de la même façon avec Luc, enfin moi et Luc on a plus parlé, je dirais, avec Jean-Pierre on parle moins, mais ça veut pas dire qu'on échange moins, juste on parle moins. Je peux permettre de dire que c'est pas con du tout. Merci beaucoup. Merci. On a parlé des gestes médicaux, mais il y a quelque chose qui m'a touchée aussi, c'était la proximité physique entre la docteure et ses patients. Je voulais savoir, tu parlais d'instinct, est-ce que c'est instinctif aussi ces gestes-là, ce rapprochement avec les gens? Ça, je crois que c'est un truc que j'ai fait moi en fait. Au premier plan. Ouais. De manière générale, comme je disais, je parle pas forcément, enfin, j'en ai raconté ma vie, mais quand je discute vraiment, je parle pas forcément trop. Mais j'ai plutôt cette tendance-là, en fait, pour marquer le fait que, je sais pas, qu'on est en connexion, je sais pas, j'aime bien avoir un contact. Alors, et puis aussi, je trouve, dans les relations avec les patients, il y a une asymétrie énorme, en fait, parce que les gens ils viennent avec leur corps, et donc il y a un truc, je veux dire, même le plus gros des balaises, il vient constater le fait qu'à l'intérieur il y a un râle ou quelque chose comme ça le fragilise énormément, je pense. Et je pense qu'il faut en tenir compte et apaiser les gens. Enfin, je ne vais pas non plus, tu vois, je vais pas lui caresser la tête, quoi, mais juste dire, ça va aller en fait. Enfin, juste un petit geste de présence humaine. Voilà. Et je trouve que Adèle était formidable, c'est avec le patient, le père de Gourmet, donc le gars qui était dans le carnaval avec la jeune prostituée, M. Lambert. Parce que là, elle ne s'approche pas de lui, elle ne fait pas des gestes pour essayer de le séduire, de l'enrobiner par de la tendresse pour qu'il parle. Elle prend le pouls, elle fait ses trucs, elle tient sa main et il se met à parler. Et ça, la retenue est vraiment juste. À la fois, il y a l'empathie, évidemment, parce que cet homme a une crise cardiaque, une espèce de palpitation, d'arythmie cardiaque, donc elle doit faire attention, c'est sûr, en tant que médecin. Elle est attentionnée, mais c'est lui qui arrive à parler. Et il ne la regarde pas, elle tient sa main, le pouls, et c'est lui qui se met à parler dans ce silence, durant ce long silence où elle prend son pouls. Et les codes médicaux aussi, je pense, ça permet de faire attention à l'autre sans l'envahir, quoi. C'est ce que je voulais dire, en fait. Non, mais je sais pas si vous voyez, parce que je veux dire, de ne pas être au point juste, de faire des câlins, j'en sais rien, patiemment. De toute façon, c'est une façon de l'envahir, je pense. Et de faire plus attention à nous qu'on fait attention à eux. Et si tu veux, d'avoir un code de relation qui est celui du médical, ça permet de faire balle au centre, alors je sais pas trop comment ça. Voilà. Question ? Merci. Bonsoir. Le personnage d'Adèle, pendant tout le film, a le visage quand même très fermé. Elle est à la fois épuisée par son boulot et puis hantée par cette disparition. Et il y a deux très très beaux moments où elle sourit. En fait, il y a ce moment où un de ses patients lui a préparé un morceau de guitare et où on voit une émotion, un sourire qui apparaît. Et le moment où le stagiaire la rappelle pour lui dire qu'il reprend la médecine. Et c'est deux moments très très beaux parce qu'ils sont rares dans le film. Donc j'ai deux petites questions par rapport à ça. Je voulais savoir comment vous aviez trouvé cet équilibre avec ces brefs instants comme ça de lumière. Et voilà, ce moment de bonheur, ils sont chaque fois liés, deuxième question, à d'autres gens qu'à elle. Donc est-ce que ce personnage, c'est quelqu'un qui ne peut être heureux que en rapport avec le bonheur des autres? L'équilibre, je sais pas, c'était au scénario en fait. Hein. C'est-à-dire, je sais pas, il y a des scènes qui s'y prêtent et d'autres qui s'y prêtent pas. Alors peut-être c'est parce que je suis un peu obtus et que je vois pas d'autre façon de faire. C'est possible aussi. Mais voilà. Luc et Jean-Pierre, Ouais. Non, je ne peux pas parler. Mais là, en partie, la réponse, c'était les scènes étaient dans le scénario. Et c'est vrai que c'est chaque fois au contact de quelqu'un, et c'est chaque fois différent. Hein. La première fois, c'est parce que ce garçon lui fait un cadeau
de revoir, hein, puisqu'elle va s'en aller, et puis finalement elle lui dit allez, je vais quand même rester. Et l'autre, c'est le garçon qui l'a fait changer d'avis. Mais il y a le Panettone aussi. Et il y a le Panettone, et puis aussi à la fin, quand elle demande à la sœur de la infirmière que je peux vous embrasser. C'est vrai que peut-être ces moments ressortent plus, parce que pendant tout le restant du film, c'est quelqu'un qui est plus en retenue. Hein, c'est pas, oui, elle est émue fortement à 2 ou 3 autres reprises, mais ce n'est pas comme travail, on n'est pas dans l'expression forte des émotions dans le jeu. C'est quelque chose de beaucoup plus retenu. Et donc, ces moments ressortent davantage. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moments comme ça où on la voit sourire, où on la voit heureuse. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est aussi, je pense, lié au fait que, il me semble, dans votre cinéma, ce que je connais, j'ai l'impression que c'est souvent lié à la surprise, en fait. Que les gens, ils ont... Enfin, c'est comme si la vie nous passait au travers. Donc on a une espèce de surprise de ça. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose que vous mettez en scène, quoi. C'est une surprise comme le coup de sonnette. Sauf que le coup de sonnette, c'est l'inverse qui se passe, elle est malheureuse, parce qu'elle n'a pas répondu. Mais c'est vrai qu'elle ne peut pas être heureuse toute seule. Comme disait votre écrivain, Camus, elle peut être heureuse seule. Elle peut être heureuse avec le malheur de l'autre à côté de vous. Donc, elle est comme ça, et c'est vrai que c'est grâce aux autres qu'elle se sent heureuse. C'est vrai. Mais je crois que c'est la même chose pour un professeur avec ses étudiants. C'est le professeur, un étudiant, il réussit alors que c'était mal parti, qu'il avait des difficultés, qu'il prend des... Ben, on est heureux qu'il réussisse. Ben, c'est un type de bonheur, bon, c'est pas, il y a différentes manières d'être heureux, mais en tous les cas, c'en est un. Il y a quelque chose qui se passe que l'autre vous donne. Et ça, c'est vrai que c'est 2 moments comme ça. Une dernière question peut-être? Si, madame. Oui, madame. Je voudrais peut-être un petit peu revenir sur le plan politique. Moi, ce qui m'a stressée à un moment, c'est la porte qui se retrouve entre le policier et le médecin. Et j'avais l'impression que toute cette économie des individus, économie morale dont on a parlé tout à l'heure, est totalement différente de celle qui s'instaure du côté policier, dont on comprend quand même à la fin qu'elle est très particulière et qu'elle fonctionne avec une morale qui n'est pas celle dont on parlait tout à l'heure à propos de Jérémy Régnier et de personnages qui n'ont pas toujours jeté la faute sur les autres, etc. Et la police travaille autrement, puisqu'elle se sert du proxénète et de son ami qui sont liés vraisemblablement à un trafic de stupéfiants pour arrêter d'autres gens. Et la fille inconnue passe, en tous les cas provisoirement, après. C'est cette séparation qui est très simple. Bien sûr. Mais ça, c'est le réalisme policier, comme il y a le réalisme politique, comme il y a le réalisme... Voilà. Et c'est sûr que la police fonctionne comme ça. Encore que... Mais c'est peut-être un pouvoir. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que tous les personnages dont nous parlons, on l'a vu tout à l'heure, auxquels on s'identifie, peut-être sont dans une économie qui n'est pas celle qui va nous régir. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais bien sûr, mais bon, là, on peut en discuter politique, etc. Bon, mais dans le film, la police, elle fait son travail et elle a des priorités. Et une priorité, c'est d'arrêter peut-être un trafic, voilà. Et donc, effectivement, et c'est comme ça qu'il y a des affaires classées qui ne devraient pas l'être, c'est comme ça qu'il y a des injustices qui sont faites et tout. Mais alors, si vous dites que par rapport à toute l'immigration, on parle de Calais, on parle d'autres centres
d'internement d'émigrés, etc., en Belgique et tout, c'est vrai que là, on entre dans un... C'est pas vraiment le film non plus, mais c'est vrai qu'on peut à partir de là réfléchir sur la manière dont travaille la police. Ça, c'est sûr. Une autre question? Non. C'est juste une réaction par rapport à ce que vous disiez sur le fait que vous avez délaissé tous ces liens familiaux et affectifs de vie privée parce que ça ne servait pas à l'obsession. C'est que moi j'ai vu ça complètement à l'inverse. Je me suis dit qu'elle était très seule. Très quoi? Je sais pas. Et que. Il était très seul. Ça, parce que ça fait. Seul. Ah, pardon, j'ai on n'était pas sûr d'avoir compris. Et que donc c'est pour ça qu'elle s'obsédait tellement. Elle était très seule avant. Si, voilà, c'est ça. Mais en fait, tout à l'heure, j'avais un rendez-vous avec un journaliste ici pour parler du film. Et elle m'a dit ça, et elle m'a dit que c'était lié à la jeunesse. Et en fait, je trouvais ça assez vrai. Il y a un truc, je pense, dans la définition de la jeunesse, pas en tant que catégorie d'âge, mais de ce que c'est, d'un hyper sérieux et d'un dévouement et de la croyance qu'on peut réunir les idées avec lesquelles on a grandi d'égalité, de ce qu'on veut, genre, liberté, égalité, fraternité, et le réel qu'on voit. Hein, et il me semble que ça, c'est un truc de jeunesse, une espèce de foi, comme ça, de se dire, en fait, c'est possible de faire coïncider les deux. Et donc, c'est lié à un grand sérieux et une grande dévotion. Tu vois. Alors, peut-être qu'après, c'est aussi la conséquence de la solitude, je ne sais pas, mais moi, j'avais l'impression que ça parlait de la jeunesse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a choisi Adèle. On l'a dit tout à l'heure, peut-être déjà. Donc on se répète. Mais c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec Adèle. Et c'est le hasard qui a bien fait les choses. Parce que quand on s'est rencontrés, on n'allait pas à sa rencontre. On s'est rencontrés dans un truc de la SACD. Et on s'est dit en la voyant, enfin on s'est dit après ça. Et on a un peu parlé avec elle, puis on l'a vu un peu bouger, rigoler, parler avec les gens. Et on s'est dit, voilà, si on travaillait avec elle, peut-être qu'on pourrait remettre en route notre histoire de médecin qui est un peu en panne. Et c'est, excuse-moi du mot Adèle, mais c'est comme ça que nous on a dit, c'est un peu la belle innocence de l'enfant, comme de la jeunesse de l'enfance qu'elle a sur le visage, qui va pouvoir faire... Et oui, aussi pas que ça, elle est plus compliquée. Mais disons que nous, on est un peu simple, et on s'est dit ça comme ça, en mangeant des frites. Donc voilà, et en buvant une petite bière, et on s'est dit bien, la belle innocence, oui, hein, c'est un peu la beauté, l'obstination de la jeunesse. Et c'est ça qui va pouvoir faire en sorte que nous allons arriver à faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que ce médecin ne devienne pas un policier, mais que c'est à travers la médecine et à travers le fait qu'il écoute les autres, que les autres vont commencer à parler. Et ça, c'est grâce à son visage. Et c'est très juste ce qu'elle dit, parce que la naïveté est sérieuse, hein, quelque chose de sérieux, de fragile, mais aussi de sérieux. Et ça, c'est vrai. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.